Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans Hello na Copa, le podcast 100% Copa América de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme toujours, chers amis, vous êtes les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, l'affiche de la semaine, Efrica, Bola Latina ou bien l'AFC Corner. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Lucarne Opposé sur notre site, je vous le donne en mille, lucarne-opposé.fr. Aussi, chers amis, sachez que le 7e numéro de Lucarne Opposé est désormais disponible, un numéro consacré aux coupes continentales de sélection dans lesquelles vous pourrez déguster de savoureuses histoires sur la CAN, la Coupe d'Asie, la Gold Cup ou bien la Copa América, bien entendu. 4e et dernier volet de notre série spéciale Copa América 2019 qui a sacré ce 7 juillet dernier le Brésil sur ses propres terres. L'heure est donc venue de faire le bilan et de le faire collectivement. La rédaction Sudam de Lucarne Opposé s'est donc réunie pour terminer Hello na Copa en beauté, et je serai accompagné en duplex depuis Bogota, revenu du Brésil, par Pierre Gerbeau. Comment vas-tu, Pierrot ? Salut Simon, bah écoute, ça va très bien. Et toi ? Ça va très bien, tu es bien remis ? Ouais. Par contre, si je pourrais passer un petit message de service pour toutes les personnes qui veulent sortir du Brésil pour l'Amérique latine, n'oubliez pas votre carnet de vaccination. Voilà. Ah, chose que... Enfin bref, d'accord. Bah, les auditeurs auront retenu ce petit conseil voyage de la part de Monsieur Gerbeau. Nous avons également notre Argentin de service. On va lui demander si lui aussi s'en est remis, mais pour d'autres raisons. Nicolas Delarroa, comment vas-tu ? Très bien, salut Simon, salut à tous. Tu t'en es bien remis. Tu t'en es bien remis ? Ouais. Bon, c'est bien. Ouais, ça va. Et comme vous le savez, chers auditeurs, maintenant, nous avons aussi la capacité de faire un plateau physique. Et aujourd'hui, chez Studio Jérôme et Anna, puisque tu n'es pas tout seul à nous recevoir, tout de même, avant de citer notre hôte, et j'ai comme d'habitude, pour le Brésil, tout souriant, et on sait pourquoi, Marcelin Chamoin, comment vas-tu ? Très bien remis, la victoire a aidé à revenir en France. Tu m'étonnes. Et notre hôte, mon cher Jérôme, comment allez-vous ? Très bien. Encore un petit peu dans le choc de la défaite contre le Pérou, mais ça va. Oui, parce que c'est vrai que tu me fais peur. Voilà, je vais te demander, je vais commencer par toi. Jérôme, il faut que je t'avoue, tu me fais peur. Tes tweets sont dépressifs depuis la défaite en quart de finale. Et puis ce magnifique article, cette brève sur un père qui rend hommage à son fils en changeant de club et en restant dans la tribune. C'est magnifique, mais ça va ? Pleine dépression. Ouais, On a perdu contre le Pérou. D'accord, voilà. Bon, voilà, ça commence très fort. Bon, pour commencer, on va se tourner vers toi, Marcelin, puisque tu fais partie de l'équipe Lucarne Opposé qui a vécu la compétition de l'intérieur, une compétition qui a débuté dans la morosité pour finir dans l'apothéose, une compétition qui a suscité bien des critiques de ce côté-ci de l'Atlantique à cause de son format, on va y revenir tout à l'heure, mais également à cause des stades sonnants creux. Marcelin, en toute objectivité, t'attendais-tu à plus de folie autour de cette Copa América ? Ouais, c'est vrai que j'ai été assez surpris en arrivant de vraiment le manque de ferveur qu'il y avait dans les rues, surtout en 2014 où j'étais déjà là pour la Coupe du Monde et c'était complètement différent. T'avais toutes les rues qui étaient décorées, tu sentais vraiment qu'il y avait un événement. Et là, dans les rues, il n'y avait absolument rien qui te faisait penser que tu avais une compétition à domicile. Donc, je m'attendais forcément à moins d'engouement, mais pas à ce point-là où il n'y avait vraiment rien dans les rues. D'accord. J'avoue, quand j'ai écrit ce conducteur, Pierre ne m'avait pas encore donné son feu vert quant à sa participation. Pierre aussi, tu étais de la partie. Je le rappelle, à São Paulo, à Rio et à Belo Horizonte. On l'a vu lors des 3 Hello na Copa précédents. Tu penses la même chose que Marcelin ? Ouais. Je m'attendais alors peut-être pas à l'excitation qu'il pourrait y avoir et qu'il y a eu lors de la Coupe du Monde 2014, mais je m'attendais aussi à beaucoup plus d'ambiance. Vraiment le match d'ouverture contre la Bolivie au Morumbi, ça a été une sacrée claque en fait, parce qu'on s'attendait, que ce soit moi ou Nico, on s'attendait vraiment à ce qu'il y ait vraiment beaucoup plus d'ambiance, et là on est arrivé, on s'est dit bon voilà quoi, c'est sympa, et elle est où l'ambiance en fait. Mais qu'est-ce qui manquait, vraiment déçu de...
Vous aviez l'impression que les Brésiliens étaient indifférents, étaient en colère, quelle était l'ambiance un petit peu du coup? Pour moi, indifférent, vraiment. On sent qu'il y a eu un désamour. Qu'il y avait, j'espère que ça va repartir, qu'il y avait vraiment un désamour, quelque chose de cassé entre la Seleção et les Brésiliens. Et ressort qui n'était pas cassé d'ailleurs avec les filles. Hein. On a senti bizarrement beaucoup plus d'engouement pour la Coupe du Monde féminine qui avait lieu en même temps et pourtant à plusieurs milliers de kilomètres de là. Donc moi j'ai cette impression-là qu'il y avait, qu'il y avait un désamour entre le Brésil et sa Seleção. Mais je sais pas, Marcelin pourra sûrement expliquer ça mieux que moi. Ouais, j'ai senti de l'indifférence aussi. Et après, il y a l'effet 7-1 qui joue. Mais après, c'est une Copa América, c'est pas une Coupe du Monde aussi. Et j'ai vu pas mal de gens sur Twitter qui disaient que pour les Brésiliens, au final, une Copa América, c'est comme un championnat d'État pour un club. C'est un truc, t'es un peu obligé de gagner. Soit tu le gagnes et t'as juste fait ton travail, soit tu le perds en dessous de ta gueule. Mais il y a beaucoup moins d'importance qu'une Coupe du Monde et ça explique aussi un petit peu le manque d'ambiance. Et c'est un super parallèle que tu fais avec les championnats estaduales, en effet, où comment dire, l'obligation pour un club qui a une certaine stature, ou donc là pour le Brésil en Copa América, c'est d'arriver au moins dans le dernier carré, si ce n'est de la gagner. En plus là, c'était chez eux, mais qu'en effet c'est moins. Mais enfin, ça reste une compétition continentale. Est-ce que dans les villes où vous aviez été, il n'y avait pas que le Brésil qui jouait? Vous avez vu des supporters étrangers? Vous avez senti un petit peu cet effet cosmopolite que revêtent les pays et les villes qui accueillent des événements internationaux? Bah ouais, on a vu des Colombiens, on a vu des Argentins, des Chiliens et des Uruguayens. Et voilà, c'est à peu près, et des Péruviens aussi, c'est à peu près tout. De toute façon, c'est classique, hein, c'est les nations qui arrivent à rameuter le plus de poules. Hein. Oui, non, mais il y avait, je me doute que tu en as vu, mais tu as ressenti quelque chose de, enfin, comment dire, est-ce qu'il y avait quelque chose de festif? Est-ce qu'il y avait vraiment des groupes de supporters? Je ne sais pas si tu as déjà, ou toi Marcelin, bah si, tu as vécu la Coupe du Monde 2014. Moi j'ai vécu les JO à Rio. Comment dire, il se passe quelque chose en ville, même à Belo Horizonte, qui recevait des matchs au Mineirão. C'était seulement des matchs de la compétition de foot des JO. Il se passait quelque chose, il y avait des gens en ville, il y avait... Enfin voilà. En ville, ça dépendait un petit peu des équipes. C'est vrai qu'il y avait pas mal de Chiliens et d'Argentins. Mais je trouve que ça s'imitait quand même au stade ou aux abords du stade par rapport à 2014 où tu avais une invasion d'Argentins à Rio. Là, on n'a pas eu ce phénomène. C'était assez réduit pour moi, vraiment porté sur le stade. D'accord, toi c'est pareil. Toi qui a plus l'œil colombien, tu les sentais comment les Colombiens sur cette compétition au niveau voyage? C'est comme une Copa América. Ça veut dire qu'en Colombie, là, alors, contrairement au Brésil, c'est quelque chose de vraiment important. Et donc, c'est normal. Il y avait beaucoup de supporters. Il y avait un engouement vraiment en Colombie autour de cette Copa América. Alors, au pays, d'après les échos que j'ai eus également, mais au Brésil, ouais, c'était, le match Colombie-Qatar, par exemple. Il y avait évidemment beaucoup de supporters. Il y avait on a vu quelques maillots en ville. Alors, c'était pas une grosse invasion, mais il y avait quelques maillots par-ci par-là et ouais, forcément, il y avait 20 000, hein, 20 000 pour Colombie-Qatar. Il y avait à peu près entre 20 et 25 000 personnes, donc c'est quand même le stade paraissait vide parce que c'était le Morumbi, mais ouais, c'est pour la Colombie, c'est important la Copa América. Et là, je m'adresse un petit peu à tout le monde. C'est vrai que ce qu'on a souvent entendu depuis la France et même depuis d'autres pays, ce qui a souvent été pointé du doigt, ce sont ces stades vides ou peu pleins, en tout cas. Comment interprétez-vous ce manque de remplissage des stades, Jérôme, par exemple? Moi, d'après ce que j'ai pu voir, il y avait quand même pas mal, en effet, de Colombiens, d'Uruguayens qui ont fait des déplacements en bus à Porto Alegre, ailleurs. Il y avait quand même pas mal de visiteurs. Ce qui manquait, a priori, c'était cette moitié de supporters dans les stades qui doivent venir du pays d'origine. Je pense qu'il y avait assez peu de Brésiliens qui ont pris des places. Alors après, il faudrait voir sans doute à cause du prix, dont on a déjà discuté sur Internet. Et c'était des sommes qui étaient assez exorbitantes pour les locaux. Et dans ce cas-là, c'est tout simplement la faute de la CONMEBOL qui s'est plantée sur sa politique de prix et qui a préféré pas se déranger avec la sécurité dans des stades vides et en vendant des places à 150 € plutôt que de faire des prix populaires à 10, 20, 30 € pour remplir le stade.
Et il faudra qu'ils se penchent là-dessus, sur vraiment ce qu'ils veulent faire comme type de compétition. Mais je pense quand même qu'il y avait, pour les autres pays, pour les Chiliens, comme Pierre vient de faire la liste des pays d'Amérique du Sud, il y avait quand même pas mal de supporters visiteurs. Et toi, Nico, tu en penses la même chose? C'était comment niveau argentin? Ouais, je pense que les Argentins ont fait le déplacement et ceux qui ont fait le sacrifice financier, parce qu'il faut pas oublier quand même que ça coûte excessivement cher pour tous ces supporters en Amérique latine. Ils ont fait un vrai sacrifice et tous ceux qui se sont déplacés en tout cas, qui ont fait le voyage au Brésil, ils en ont profité pour faire la fête et animer un petit peu cette Copa qui manquait un peu d'ambiance avec des locaux qui ont un peu tourné le dos à cette compétition. Mais les étrangers, on va dire, ont joué le jeu, je trouve. D'accord. Moi, j'en parlais il y a quelques instants, le schéma actuel de la Copa América, avec ses meilleurs troisièmes qualifiés, ses invités exotiques, le Japon, le Qatar, ça a fait pas mal jaser dans l'Hexagone en tout cas. Quel regard vous portez sur ces critiques venues de notre bonne chère France? Qu'est-ce que vous répondriez en fait? Répondriez? Moi, je préférerais un format avec que les 10 équipes sud-américaines. Mais après, je trouve que là, que ce soit le Qatar ou même le Japon, les attendaient pas forcément à un très haut niveau vu le groupe qu'il y avait. Je trouve que c'était deux équipes assez plaisantes, même si Qatar était un peu plus décevant. Mais au final, je trouvais que elles avaient leur place dans la compétition. Après, c'est le format avec deux invités. C'est vrai que je suis pas fan, mais au final, ça a été... Puis après, ouais, voilà, c'est le format, quoi, mais... ouais, je sais pas trop. C'est souvent comme ça. Enfin, ça fait de nombreuses années que c'est comme ça. Là, on a pu voir par exemple que les deux ne se sont pas qualifiés. Il manquait peut-être parfois un petit peu d'envie par rapport aux équipes locales qui, pour elles, ça leur représentait quelque chose, la Copa América. Mais elles ont bien joué le jeu, elles ont bien joué, elles ont pris 1 ou 2 points. Et c'était plutôt agréable. Moi, ça me choque absolument pas. Très honnêtement, c'était même plutôt agréable de voir des équipes qu'on connaissait beaucoup moins, pour le coup, évidemment. Beaucoup à Lucarno Posé regardent le Qatar, mais bon, pour être tout à fait honnête, moi, pour parler de mon cas personnel, je ne connaissais pas. Et c'est très intéressant de les voir jouer. Après, ils sont venus pour une préparation, je pense, pour eux. Donc, leur objectif n'était pas forcément de gagner, ce qui collait très bien avec la Copa América, parce que l'objectif de la CONMEBOL n'était pas forcément qu'ils aillent très très loin. Et moi, je trouve que ça se goupille bien comme ça. Et vous, Pierre et Nico? Moi, pardon. Je trouve que c'est une obligation, on va dire, financière de la CONMEBOL de réussir à trouver des invités pour juste faire plus de matchs, plus de droits télé et des choses comme ça. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que d'inviter des pays disponibles à ce moment-là. On sait qu'en Amérique du Nord, il y avait la Gold Cup, un peu partout ça jouait, et qu'il n'y a pas tant d'invités possibles. Là, c'est bien tombé sur deux équipes en plus qui jouaient plutôt bien, surtout le Qatar, que j'ai plus regardé plus suivi que le Japon. Et c'est un peu une obligation, parce que s'il reste à 10, économiquement, ça va faire beaucoup moins de matchs, et ça va compliquer un petit peu les choses. Ça fait beaucoup moins de matchs, ouais. mais l'intérêt sportif est peut-être différent. Puis ça dépend du format. Hein. Tu fais un championnat avec toutes les équipes, tu peux faire autant de matchs que tu veux. Hein. Ça peut durer très longtemps. Oui, tu peux faire des allers-retours, ça fait 20 matchs. C'est dans l'idée d'attirer des droits télé étrangers aussi, pour attirer des Japonais, d'Asie et le Moyen-Orient qui peuvent suivre un petit peu la compète. Justement, pour les droits TV, on sait que les champions dans ce domaine-là, ça reste les États-Unis. Donc, dans la mesure où il y a 10 pays affiliés à la CONMEBOL, si tu veux faire une Copa América vraiment que avec l'Amérique du Sud, t'as pas trop le choix en fait. Hein. Soit tu fais un format, mais c'est quasiment ingérable de faire un championnat. Donc faire 20 journées, ça serait vraiment très très compliqué. Ou 18, ce serait vraiment très compliqué d'étaler ça sur l'été parce que les clubs, faut pas se leurrer, les clubs ne libéreront jamais. Donc soit on fait comme ça et on est obligé d'inviter 2 nations chaque année. Soit on balaye, on renverse la table et on vire Copa América, Gold Cup et on fait une espèce de Copa Copa América mais qui regrouperait vraiment l'Amérique au sens large. Donc comme ça a été fait en 2016. Ouais, mais même plus largement avec vraiment des éliminatoires puisque tu te retrouverais avec les pays la CONCACAF et CONMEBOL et tu te retrouverais tu peux te retrouver un schéma comme tu as actuellement avec l'Euro à devoir faire des qualifs, etc.
Ouais, mais alors, si je peux me permettre, mais Pierre, alors après- là, au niveau des qualifications, nos chers Argentins voyager au Honduras, il y a 9 heures de vol, c'est pas Quand tu chose vas en aisée. Colombie, c'est pareil. C'est pour ça que c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de solution miracle. Ou alors tu fais une Copa style 2016 où tu invites tout le monde et tu fais pas de qualification et tu prends, en fait, t'élimines d'office les équipes les moins bien classées dans la zone CONCACAF ou au classement FIFA. Mais pour le schéma, il y a pas malheureusement, il n'y a pas 50 000 possibilités, quoi. Après, je pense qu'il faut aussi arrêter avec cette volonté de toujours vouloir ressembler à ce qui se fait en Europe et ce qui est un petit peu commun maintenant. L'Amérique latine a des particularités, la CONMEBOL aussi. Et voilà, comme les tournois courts, les tournois d'ouverture, de clôture, c'est des choses qui sont atypiques, qui sont particulières à cette région du monde. Et c'est pas grave si ça joue différemment. Et si on a des invités, voilà, ça devient culturel presque. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Il faut bien se rappeler que la Corée du Sud avait déjà participé, je n'ai plus l'année en tête, c'était dans les années 2000 ? Non, c'est pas la Corée du Sud ? Le Japon, déjà. Le Japon, Non, ça c'est en Japon, 99, ça avec Troussier, on l'a vu sur Elona Copa numéro 2, mais il n'y a pas eu la Corée du Sud, là je dis une énorme bêtise. Mais enfin, les invités, c'est une vieille tradition, il y a la Costa Rica, il y a eu la Jamaïque, il y a eu les États-Unis, il y a eu le Mexique. Bon, c'était plus pertinent, on va dire, plus logique parce que ça restait les Amériques, mais voilà, il y avait le Japon déjà 99 qui préparait son mondial. Messieurs, est-ce que, puisque ces critiques, on les a beaucoup entendues venant de notre pays, la France, enfin le pays, puisque c'est un podcast francophone, venant de la France, peut-être que dans vos pays, autres pays francophones, vous l'avez entendu aussi, est-ce que vous, messieurs, dans vos pays, donc Uruguay, Brésil, Argentine, Colombie, est-ce que vous avez entendu des critiques similaires ? Non, ils sont beaucoup marrés sur les stades brésiliens où le Wi-Fi fonctionnait pas, où les journalistes étaient envoyés un peu n'importe où, etc. Mais sinon, non, c'est le plaisir d'une Copa América, c'est-à-dire qu'ils ont quand même fait le tour du Brésil. Et ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble, je pense, à part quelques blagues sur les stades qui étaient un peu à l'abandon, mais sinon, tout s'est bien passé. En Argentine, il me semble qu'il y a eu quelques critiques sur les pelouses, notamment. En Argentine, ça a beaucoup critiqué les pelouses et même le fait d'avoir des invités. On avait le Qatar dans la poule et tant qu'on risquait de se faire sortir par le Qatar, on n'était pas très chaud pour avoir des invités. Bon, finalement, on va les garder. Mais ouais, ça a un peu critiqué. Forcément, même les installations n'étaient pas top. L'accès au stade pour la presse, c'était compliqué. C'est la Copa América, demande à Pierre, quand c'était au Colombie en 99. 2001. 2001, pardon. Il y a eu le même genre de critique en Colombie, Pierre ? Sur les invités, oui. Des questions, pourquoi inviter le Qatar et le Japon et pourquoi pas inviter des nations plus proches culturellement comme Panama, comme le Panama, le Costa Rica, le Honduras, etc. Mais après, en soi, sur le format non, et sur les pelouses, c'est possible, c'est compliqué. J'ai pas eu énormément accès aux médias colombiens comme j'étais sur place et que je travaillais sur place. Mais possible que comme les Argentins, il y a eu des critiques sur les pelouses, mais c'est surtout sur les invités Qatar-Japon, et on se dit pourquoi pas prendre CONCACAF, qui sont plus proches culturellement, Mexique, etc. Ouais, on en revient à essayer de tourner cette Copa América au sens large du terme América. Au Brésil, toi Marcelin, déjà qu'ils avaient du mal à s'intéresser, est-ce qu'ils se sont reconnus dans cette Copa América avec des invités, même si c'est une vieille tradition, mais là ils étaient un peu plus exotiques que d'habitude. Ouais, les invités, ça a un petit peu surpris, surtout sur le niveau supposé des deux invités. Après, c'est des critiques plutôt des supporters. Pour la presse, il y avait moins de problèmes à avoir deux invités pour cette compétition. D'accord. Messieurs, avant de parler de quelque chose... Non, juste ma question en filigrane quand même, par rapport à ça, c'était de savoir s'il n'y avait pas un risque au bout d'un moment que les propres supporters des nations concernées par la Copa América finissent par ne plus se retrouver dans cette compétition, que ça soit un peu dénaturé. Ça vous inspire quoi ? Là, beaucoup moins dénaturé, je trouve, que la Copa América aux États-Unis il y a 3 ans. Je pense qu'ils étaient c'était beaucoup plus fidèle à ce qu'est une Copa América depuis 100 et quelques années que la Copa América il y a 3 ans. Après... Parce que c'est 2 équipes sur 12 seulement et puis qui sont éliminées assez rapidement. Donc au final, dans le dernier carré, tu as quand même des Sud-Américains. Donc je pense pas que ça dénature vraiment la compétition.
Vous êtes d'accord avec ça, nos amis en PCV? Ouais, je pense pas que ça change grand-chose pour les supporters de chaque pays. Hein. Les Argentins, de toute façon, peu importe la compétition, ils rêvent que d'une chose, c'est de la gagner. Même si c'est une coupe où ils sont que 2 à jouer, ils vont vouloir la gagner. Donc là, ça reste quand même la Copa et peu importe le format, peu importe les invités, il faut la gagner coûte que coûte et les supporters suivent. Hein. Ouais, totalement d'accord avec Nico. Pareil, il y a peu de risques pour qu'en Colombie il y ait un désamour avec la Copa América. La Copa América restera la Copa América. Bon allez, cette fois, avant de parler de choses un peu plus positives, je vais revenir sur un sujet assez sensible, ma foi. De nombreuses voix se sont faites l'écho des accusations de certaines manipulations ayant facilité la victoire finale de la Seleção, celle de Lionel Messi en tête, par exemple. À votre sens, est-ce qu'il y a anguille sous roche? Nico. Pour Messi, ouais, on va commencer. Hein. La VAR, ouais. Donc compliqué. Est-ce qu'il y a anguille sous roche? J'ai envie de dire pas plus qu'avant. C'est bête, mais on suppose en tout cas que dans chaque compétition, il y a toujours le doute, il y a toujours des intuitions sans preuve, sans rien. Donc c'est difficile d'affirmer des choses. Mais oui, on doute toujours de la véracité des décisions. Est-ce que c'est télécommandé ou pas? Maintenant, pour prendre le cas de Messi, il trouve que la demi-finale est injuste. Le traitement de l'arbitrage, je suis assez d'accord avec lui, même si du coup on se voile un peu la face. L'Argentine se voile un peu la face en disant que c'est la faute à l'arbitrage et apparemment pas au jeu. On n'a peut-être pas vu le même match. Mais du coup voilà, c'est histoire de cette demi-finale. Pour la 3e place, il joue contre le Chili. Il s'est bien secoué tout le match et il prend un carton rouge alors que pour une fois, il essaie de montrer qu'il a un petit peu de caractère, qu'il va pas tomber devant l'adversaire, face à l'adversaire, et finalement il prend rouge. Donc il y a de quoi péter les plombs. Maintenant, c'est juste un pétage de plomb et si corruption il y a, je pense pas qu'elle soit plus flagrante qu'avant en tout cas. Vous êtes d'accord avec ça, messieurs? Ouais, en fait sur la demi-finale, on peut poser des questions sur pourquoi effectivement l'arbitre n'a pas fait appel à la vidéo, parce que c'est pour le coup là c'est vraiment flagrant, hein. Le coup de coude dans la glotte est quand même assez violent. Après on peut faire la même chose si on remonte un tour avant et le quart de finale de l'Argentine contre le Venezuela, on peut aussi se demander pourquoi l'arbitre ne fait pas appel à la vidéo alors qu'il y a au moins 2 fautes sur Matisse qui sont pour le coup sous nos yeux en plus, qui sont claires et qui valaient également un péno. Donc voilà, c'est l'éternelle question, est-ce que la VAR ou le VAR plutôt, est-ce que le VAR favorise les grosses équipes? Ça en a tout l'air et ça il y a rien à dire et il y a rien à faire contre ça. On peut accuser de qui on veut, on sait pas ce qui se passe dans le camion, on sait pas ce qui se passe entre les arbitres. Là, selon Globo, pour la demi-finale, le service de sécurité de Bolsonaro aurait fait interférence. Enfin, on est sur des choses totalement délirantes, qui sont finalement pas si surprenantes que ça avec la CONMEBOL. On peut rien, enfin, tu peux pleurer comme tu veux dans les médias, que ce soit Messi, que ce soit machin, ce sera comme ça et pas autrement. Et voilà, il n'y a rien à faire contre ça, quoi. Alors après, sur ce cas précis, la Globo a sorti ça, c'est vrai, et en effet, tu peux le dire, quand il s'agit de football d'Amérique du Sud, a fortiori avec Bolsonaro, a fortiori avec la CONMEBOL, on n'est jamais sûr de rien. Après, d'un autre côté, Globo a sorti ses propos sans fournir aucune preuve tangible, aucun rapport, aucune discussion entre des techniciens, rien du tout. Et ça a bien évidemment été infirmé par les organisations, enfin le comité d'organisation. En Uruguay, on s'est senti floué aussi? Oui. Non, mais après c'est très compliqué parce que il y a les polémiques sur le VAR, mais à chaque fois l'arbitre de touche lève son drapeau avant de toute façon, donc c'est plus sur l'organisation. On s'est plus senti floué sur l'organisation en général, c'est-à-dire sur des choses qui avaient été décidées avant, sur les matchs en 90 minutes sans prolongation, sur le problème des délais de traitement du VAR où ça coupe le match. Il y a bien une 15-20 minutes de jeu qui sont hachées en seconde période à cause de ça.
Non, sinon, il n'y a pas. Le Brésil a été reconnu comme un gagnant normal et ça n'a pas posé problème de ce côté-là. Il y a un arbitrage que je dirais pas maison qui a été comme une équipe à domicile, mais ça, c'est souvent le cas en Amérique du Sud et c'est pas. Voilà, il n'y a pas de scandale. Et toi, Marcelin, en toute objectivité, tu arrives quand même à reconnaître que, mais comme probablement n'importe quelle compétition, l'hôte a été un petit peu favorisé à certains moments. Ouais, forcément, même si les arbitres ne s'en rendent pas compte, ça joue qui est l'équipe à domicile. Après, je suis d'accord avec Pierre pour dire que l'appel au VAR ne me semble pas équitable, surtout sur Argentine-Venezuela où il peut y avoir deux pénaltys pour le Venezuela et au final, il ne fait même pas appel au VAR, donc il n'y a pas moyen de siffler après. Et du coup, c'est un peu ce qui s'est passé sur le Brésil-Argentine, même si vu du stade, ça ne semblait pas évident sur le moment. Et après, s'il y a vraiment eu un problème de ne pas pouvoir faire appel au VAR, là, c'est grave. Mais après, sur le match, la victoire du Brésil me semble assez méritée face à l'Argentine. Eh bien, parlons-en. Parlons-en de cette victoire méritée, ma foi. Parlons de choses un peu plus réjouissantes. Le Brésil l'emporte donc. Un Brésil à l'image, on en avait parlé, à l'image de son sélectionneur. C'est-à-dire, à mon sens, pas forcément très expansif, mais extrêmement collectif. Un Brésil champion sans Neymar aussi. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère ? Nouvelle ère, je sais pas. Mais après, c'est vrai que le Brésil n'a pas été génial, mais ils ont vraiment maîtrisé les matchs. Il y a eu le quart de finale contre le Paraguay, on savait que ça allait être un peu plus compliqué, parce qu'ils allaient surtout défendre, surtout sans prolongation. Vraiment, l'objectif, c'était d'aller chercher les tirs au but. Mais après, je trouvais que ce soit l'Argentine, la demi-finale contre l'Argentine ou la finale contre le Pérou, ils ont vraiment maîtrisé le match. Sans être géniaux, ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner. Et du coup, c'est pour ça que je pense que leur victoire finale est méritée. Et après, sur une nouvelle ère, je sais pas, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont révélés. Arthur au milieu de terrain, c'était l'un des meilleurs joueurs de la compétition. Et puis Everton aussi sur le côté gauche, donc à la place de Neymar. Donc on verra comment ça va aller au fil des mois, mais je suis pas sûr que Neymar vraiment perde sa place. Quel regard on porte sur ce champion ? Quel regard vous portez sur ce champion, vous les autres, Jérôme, Pierre et Nico, et qui maîtrisait plus normalement une autre sélection que le Brésil, à lucarne opposée, mais vous avez tout de même votre avis, j'imagine, et aussi quel regard on porte depuis vos pays sur ce champion-là ? Moi, je les ai trouvés très collectifs et très efficaces, ce qui est plutôt pas mal pour commencer une base pour le futur. Parce que ça n'a pas toujours été le cas du Brésil. C'est pour ça que pour avoir une nouvelle ère. Voilà, et pour avoir des génies plus tard, je pense qu'il faut qu'ils viennent dans un collectif efficace et organisé. Et je pense que ça peut être une très bonne base pour le futur et je reste persuadé que c'est une très bonne équipe. Ouais, vu l'Argentine, c'est le vainqueur logique. Hein. C'est celui qui a le mieux joué collectivement, comme a dit Jérôme. Son meilleur joueur, c'était Tite. Il a réussi à confirmer qu'avec ce groupe-là, avec son coaching, il a pu les amener au bout et remporter un trophée qui leur tendait les bras de toute façon depuis le début. Et avec l'Uruguay sorti par le Pérou, ça a facilité les choses, entre guillemets. Tu es d'accord avec ça, Pierre ? Ouais, pareil. Vu de Colombie, il y a pas photo. Hein. Le Brésil était bien la meilleure équipe et a gagné logiquement. Après, le début du nouvel ère, je sais pas, pour répondre à ta question, c'est un peu compliqué dans la mesure où le meilleur joueur de ta compétition, c'est Daniel Alves, et que Daniel Alves, tu l'auras pas tu ne l'auras plus, en tout cas, pour la fin des qualifications pour la Coupe du Monde. Enfin, il a un âge assez avancé. Et donc, faut voir qui viendra derrière. Après, il y a qui c'est derrière sûr que Neymar. Alves, d'ailleurs. Là, c'était Fagner, mais après, c'est vrai que en défense d'un niveau général, c'est assez vieillissant. Et on voit pas trop Parce que même Fagner, il arrive à la trentaine, là. Ouais, on voit pas trop de successeurs pour l'instant à ces postes-là, surtout sur les côtés. Même derrière Thiago Silva commence à se faire vieillissant. Pas sûr qu'il sera de l'aventure pour le prochain mondial. Donc, faudra voir comment on va réussir à se reconstruire ce Brésil après le départ de ces cadres. Et une question que Tite va devoir se poser à un moment, réintégrer Neymar ou pas ? Je pense qu'il doit le réintégrer. Sa situation avec Paris est un peu compliquée. Mais après, je pense que tu peux pas te passer d'un joueur de... S'il retrouve en effet une situation sportive viable pour le haut niveau. Ouais, pour moi, tu dois le faire jouer parce que c'est un joueur qui peut te faire gagner des matchs.
même si du coup tu peux t'appuyer sur ce qui a été fait dans cette Copa América pour essayer d'avoir un jeu un petit peu plus équilibré par rapport à la Coupe du Monde 2018 où ça penchait beaucoup à gauche. Il y a d'autres joueurs qui sont révélés qui peuvent s'ajouter à ce collectif, mais pour moi tu dois faire jouer Neymar, quoi. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre, Nico ? Ouais, moi je suis d'accord. C'est à partir du moment où il est bon en club, à partir du moment où il joue, on ne sait pas encore où, mais s'il est bon sur le terrain, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. Hein. Il n'a jamais posé problème réellement dans le groupe, dans la sélection, donc pourquoi s'en passer ? Ça serait injuste, je pense. Ouais, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Le Brésil a très bien tourné pendant la Copa América, donc pourquoi réintégrer Neymar déjà à la place de qui ? Parce que par exemple Everton s'est montré très très intéressant pendant cette Copa América. Gabriel Jesus a fait même s'il prend un rouge, il fait quand même une grosse finale avec passe D sur le premier but et il marque lui-même le deuxième. Et puis il a donc mis le feu. Pourquoi oui, et puis là, et voilà, et donc pourquoi si on met Neymar à la place de qui et au nom de quoi? Et voilà, aujourd'hui Neymar, il est dans une direction qui me semble pas bonne, où c'est devenu il y a un cirque qui est constant autour de lui et bah voilà, dans la mesure où le Brésil tourne bien sans lui, pourquoi le réintégrer, quoi? Et encore une fois, à la place de qui? Pour tempérer un petit peu, c'est mon point de vue en tout cas, c'était pas la plus grande Copa América de l'histoire avec le plus d'adversité non plus. Donc ce Brésil-là a réussi à aller au bout. Est-ce qu'il y arrivera dans les mêmes conditions face à des adversaires un peu mieux préparés? Est-ce qu'il arrivera à soulever encore des trophées avec ce groupe-là? Je pense que Neymar, contre des adversaires plus importants, plus de meilleure qualité, il sera important, quoi. Et là, ils se sont quand même battus l'Argentine en demi-finale. L'Argentine, c'est le Jean-Claude Duss de l'Amérique latine. C'est sur un malentendu qu'ils arrivent jusque-là. Donc il y a pas de quoi non plus tirer trop de conclusions sur ce Brésil et dire que ben voilà, c'est pas forcément acquis. Et Neymar encore une fois contre des équipes d'un autre niveau, je pense qu'il sera nécessaire. Ouais, moi je suis pas complètement d'accord. Faut voir quel impact il a sur le groupe et ça on peut pas le savoir nous de notre position. Et sur le niveau de la Copa América, je suis pas complètement d'accord. Ça reste des équipes quand même. Il faut les jouer. Le Pérou, la Colombie. Enfin, on est les premiers à le dire à longueur d'année, donc on va le redire ici. C'est qu'il y a quand même des équipes. Il y a quand même une homogénéité très dure en Copa América. Et au final, là, ils ont tous bien rendu une belle copie. Donc à voir. Il faudra surtout, je pense, que Neymar redevienne un joueur de football et arrête un petit peu tout ce qu'il y a autour de lui. C'est ça, Titch, faut rappeler que Titch est quelqu'un qui accorde énormément d'importance à l'esprit sportif, à l'esprit collectif. Il l'a dit dans plein de séminaires, dans plein de conférences. Il a d'ailleurs tensé plusieurs fois Neymar pour son comportement. C'est peut-être par là que ça passe, le retour de Neymar. C'est peut-être pour un changement, un coup de maturité, enfin, à bientôt 27 ans, de la part du joueur. Oui, c'est un petit peu l'analogie qu'on peut faire avec Deschamps. Alors, c'est un peu une analyse de comptoir, mais il y a un petit peu de ça quand même. C'est qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions pour faire un groupe pour dans 3 ans, pour une Coupe du Monde, pour un groupe qui vit bien ensemble, comme on aime le répéter. Voilà, c'est un peu tout bête, mais ça a son importance. Ça a son importance. Est-ce que Titch pourra résister à la pression des dirigeants du football brésilien, et des sponsors et compagnie? Je me demande si vraiment le peuple brésilien est encore complètement aficionado des le peuple. Résister à la CBF, c'est une chose. Résister à la vindicte populaire, c'en est une autre. Et il se trouve qu'actuellement, Neymar, il n'est pas forcément en odeur de sainteté au Brésil. Donc, par rapport au peuple, je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Dans les instances, mais même ceux qui payent. Ouais, mais s'ils gagnent, s'ils se qualifient, s'ils gagnent, t'inquiète pas que ça va venir tout seul. C'est ça. Bon. Tant que les résultats suivront, les sponsors, ils trouveront une autre... un autre modèle, une autre égérie. Ça, tant que les résultats au Brésil suivront, les instances, pourquoi ils iraient mettre la pression pour tout changer et remettre Neymar? Et à l'inverse, Nike peut leur mettre la pression. Et à l'inverse,
si Neymar retrouve un club, change de comportement et flambe, ou même sans changer de comportement, mais flambe en club, ce sera peut-être dur de lui résister. Bon, messieurs, ma foi, affaire à suivre. Le feuilleton Neymar, je pense, estival, voire de l'année, ne fait que commencer. Donc, et on n'en connaît pas ni le climax, ni le coup de rideau final, on connaît rien du tout. Donc bon, ma foi. Il y avait un autre finaliste quand même, on va parler cette finale jusqu'au bout. Il y avait un autre finaliste, le Pérou, qui a finalement réalisé une belle performance, n'est-ce pas, Jérôme ? Copa américaine assez moyenne du Pérou. D'accord. Avec un Gareca qui semble parti pour rester, ayant notamment refusé l'Albiceleste, il me semble. Grosse dose de réussite, pour ne pas dire autre chose, ou véritable accomplissement selon vous ? Jérôme, pour le coup, hein, en toute objectivité. Non, ils ont très bien fait ce qu'ils avaient à faire. Ils se qualifient contre l'Uruguay en jouant bien, en étant collectivement très bien organisé défensivement et en comptant sur un joueur exceptionnel devant qui est Guerreiro, qui pour le coup a encore fait une très bonne compétition et qui est un excellent joueur. Après, voilà, moi tu me demandes mon opinion personnelle. Est-ce que sur ce match-là, tu le joues 100 fois, l'Uruguay ne gagne pas 99 mois, c'est possible, mais c'est le football. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, messieurs ? Je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour aller en finale. Ils se sont reposés sur des individualités comme Guerreiro. Mais à partir du moment où ils font finale, tu peux pas leur reprocher la façon de jouer ou leur parcours. Pour moi, c'est une compétition réussie. Il y a un collectif quand même. Il y a une grosse... moi, je pense surtout par exemple à Tapia au milieu qui fait une grosse compétition. Ah mais bien sûr, mais le Pérou, c'est pas que individuellement, hein. C'est pas un hasard déjà de les voir là parce qu'ils avaient fait 3e en 2011, 3e en 2015 et ils perdent contre la Colombie au péno en quart de finale pour la Copa Centenario. Donc c'est une surprise pour personne. Ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde où ils ont fait ma foi une bonne performance, même s'ils n'ont pas réussi à sortir du groupe à cause du premier match contre le Danemark. Mais non, c'est une surprise pour personne, hein. Le Pérou, c'est une grosse équipe, hein. Leur demi-finale, elle est exceptionnelle face au Chili. Ils sortent un match monumental et il y a pas photo d'ailleurs. 3-0 est somme toute assez logique. Donc non, le Pérou, c'est l'accomplissement effectivement du travail de Gareca, hein, et l'année prochaine ça va être encore pareil, hein. Faudra les prendre au sérieux dans le fameux groupe Nord, le groupe qui sera le plus compliqué. Donc c'est une surprise pour personne en fait, le Pérou, hein. C'est collectivement ils ont un 11 qui est rodé, qui se connaît par cœur. Voilà, rien à dire, ils étaient à leur place. Ils ont tiré à fond profit du format, hein. Par contre, on en discutait tout à l'heure, mais en étant 3e, en s'étant pris 5-0 dans le 3e match, en n'ayant pas réussi à battre le Venezuela, en se qualifiant en quart de finale, en n'ayant pas à jouer de prolongation et en arrêtant juste un tir au but. Eux, ils ont tiré profit à fond du format de la compétition. Est-ce que ce Pérou peut faire mieux ? À savoir, vraiment aller loin dans une Coupe du Monde ou remporter une Copa América, mettons, l'année prochaine ? Avec Advíncula, j'ai des doutes. Bah, pourquoi pas, ils ont... Alors, aller loin dans une Coupe du Monde, ça veut dire quoi, aller loin ? Ils peuvent tout à fait faire... le Pérou, en quart de finale, c'est déjà énorme. Ah oui, après, ils peuvent au moins... C'est une compétition, hein, on sait jamais... Une Coupe du Monde, on sait jamais... Sur un autre malentendu. Avant, ça dépend du tourage, etc. Mais oui, ils peuvent faire au moins un 8e de finale de Coupe du Monde. Pourquoi pas ? Ils ont les capacités. Gagner une Copa América, ils étaient en finale cette année. Pourquoi l'année prochaine, ils pourraient pas la gagner ? À cause de la logique. Dim, tu es d'accord avec ça, Nicolas ? Quelle logique ? Je pense qu'ils ont réussi une belle Copa, mais ils risquent de plafonner à un moment, malheureusement. Je pense que Gareca tire vraiment le maximum de son équipe. L'équipe joue vraiment comme il le souhaite. Quand il faut résister, il résiste. Quand il faut créer du jeu et se procurer des occasions, ils y arrivent aussi. Et malheureusement, j'ai pas l'impression qu'au Pérou, il y a une grosse génération derrière qui arrive pour faire augmenter un peu le niveau des A. Donc je pense qu'il risque de plafonner, même si ça reste toujours une très belle équipe qui peut performer de temps en temps et qui là en tout cas a fait une belle Copa. Très bien. Bon, pour finir, messieurs, très simplement, on va tirer le bilan ah oui, on peut refaire la blague avec Bissot, on va pas la faire les à mecs chaque marrons, fois. tout ça. Non, on la fait pas à chaque fois. On va tirer le bilan de cette Copa América 2019. Quels sont vos coups de cœur et coups de gueule ?
Voilà, qu'est-ce qui vous a froissé? Ma foi, commençons par aller pif paf ouf au pif. Nico Dellaro. Coup de cœur, j'ai découvert et j'ai vraiment apprécié le Qatar. Je pense que c'est une belle surprise, même s'ils avaient fait déjà ils sont champions d'Asie, donc ils ont réalisé un bon parcours avant. Mais des joueurs qui ont performé, et je pense que sans faire trop de bruit, ils arrivent quand même à se préparer gentiment pour leur Coupe du Monde. Et ça sera intéressant du coup. Je pensais que ça serait un petit peu une sélection en bois pour leur Coupe du Monde à domicile. Finalement, va falloir aller les jouer et ça sera pas simple non plus. Du côté coup de gueule, à la FA, la Fédération argentine qui me fatigue. Où là encore, c'est magnifique. L'Argentine a fait une Copa de rêve et sans la VAR, le VAR, pardon. Sans la corruption de la CONMEBOL, on aurait certainement soulevé le trophée pour eux. Donc ça m'inquiète un peu ce manque de recul. Et voilà, du coup, Scaloni prolongé et tout va bien. On n'a rien à changer du coup. Bon, très bien. Et toi, Pierre, un petit peu plus positif sur le bilan colombien de Queiroz? Non, alors mon vrai coup de cœur pour le coup, c'était le Chili-Uruguay le Chili-Uruguay au Maracana, monstrueux en termes d'intensité, en termes d'ambiance, etc. Vraiment vrai coup de cœur. Edinson Cavani. Et donc voilà. Après pour la Colombie, en fait, j'ai envie de te dire rien de nouveau, hein. Et toujours un plafond de verre mental au moment d'aborder les matchs à élimination directe, hein, sauf désolé Jérôme, hein, si on met de côté l'Uruguay, le 8e de finale en 2014, la Colombie, en tout cas cette génération colombienne, n'y arrive pas dans les matchs à élimination directe, n'arrive pas. Alors des fois ça passe comme en 2016 au péno contre le Pérou, mais sinon non, défaite en 2015 contre l'Argentine. Défaite, ils explosent contre le Chili en 2016 en demi-finale, défaite contre l'Angleterre au penalty, enfin, donc voilà, rien de nouveau, et là défaite contre le Chili à nouveau en quart. Donc sur la Colombie, rien de nouveau. Par contre, mais dans les coups de gueule, l'Équateur, la Bolivie. Hein. Bon, oui. La Bolivie, ce que fait la Bolivie, c'est tout simplement même les deux, hein, Bolivie-Équateur, c'est scandaleux ce qu'ils font. Alors la Bolivie ne progresse pas, n'a pas envie de progresser, tiraillée par des intérêts. Ah oui, complètement tiraillée par des intérêts personnels à gauche, à droite, de machin, mon club, ceci, mon club, cela. Du coup, la sélection va nulle part et ira nulle part. Et puis l'Équateur, en termes de groupe, en termes de jeu, c'est pareil, c'est scandaleux. Là, on apprend, la fédération équatorienne nous annonce que le soir de l'élimination, ils ont fait grosse fiesta, avec de la bière, de la tequila, etc. Enfin, c'est désespérant. Vraiment désespérant, alors qu'il y a, pour le coup, une super génération qui arrive. Donc, j'espère que Bolilo Gomez, s'il reste, fera un petit changement, virera cette génération-là pour installer les U20 et qui les fera progresser pour les emmener, justement, à rendre de bien meilleures copies, que ce soit en qualification pour la Coupe du Monde ou voire Coupe du Monde et en Copa América. Oui, les U20 équatoriens qui sont champions de continental et qui sortent d'une très belle Coupe du Monde U20 également. Et toi, Jérôme? Je voudrais juste souligner que Pierre s'est moqué des gens qui buvaient des caipirinhas au Brésil, là, apparemment. C'est quand même un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Moi, mon vrai coup de cœur, j'en ai deux. C'est le Venezuela, tout d'abord, qui a quand même fait une très bonne compétition. À son niveau de Venezuela, j'ai envie de dire, sans vouloir être péjoratif, mais avec les difficultés qu'ils ont, ils ont fait des plutôt bons matchs. Et la deuxième équipe qui m'a beaucoup plu, c'est celle avec Cavani et Suarez en attaque, le nom m'échappe, où ils ont vraiment fait des matchs magnifiques contre l'Équateur, évidemment, qu'on a vu, la retournée de Cavani, contre le Chili, contre le Japon, c'était aussi un très bon match où ils tirent 30 fois au but, et bon, des fois ça fait match nul, mais au moins ça donne des matchs très intéressants. Et c'est très prometteur pour la suite, même le milieu, les différentes combinaisons qu'ils ont montrées avec De Arrascaeta, Nandes, Betancourt, Lodeiro. Bon, Lodeiro est un petit peu moins jeune, mais voilà, c'est plein de promesses pour l'avenir et il faut voir au-delà de la victoire ou de la défaite, au-delà du bien et du mal, qu'il y a il y a des vraies possibilités pour l'avenir et que j'attends avec impatience l'Uruguay-Pérou qualificatif au Centenario. Oh, il est revanchard. Non. Pas du tout. Par exemple, avec les Chiliens, on le vit très bien.
Il n'y a pas d'histoire d'olive, rien. Non, c'est pas un classico. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les Chiliens insistent en disant c'est le classico contre l'Uruguay. Non, on aime bien vous battre, c'est tout, arrêtez. Aïe, ça y est, il part en vrille. On va le calmer. Et toi, Marcelin? Moi, le coup de cœur, ça serait Dani Alves, ce qui m'a souvent fait peur ou énervé avec Paris pendant 2 ans. Et là, je trouve qu'il était vraiment déterminé, même sur l'hymne national, ça se voyait qu'il avait vraiment envie de gagner. Contre l'Argentine, j'ai trouvé exceptionnel, que ce soit défensivement ou offensivement. Le décalage qu'il fait sur l'ouverture du score, c'était assez magique. La finale était très bon aussi. Et ouais, du coup, à 36 ans, gagner un 40e titre en carrière, surtout qu'il me faisait vraiment peur sur les 2 dernières années. Mais là, du coup, respect et bravo pour ce qu'il a fait. Et après, pour le coup de gueule, ce sera peut-être sur l'utilisation du VAR, même si ça ne se limite pas à la Copa América. Mais je trouve que c'était parfois très long pour prendre une décision, où ils appelaient quand la décision semblait évidente, ou à l'inverse, ils n'appelaient pas quand c'était judicieux. Donc, je suis pour la vidéo, mais je trouve que ça va être encore à améliorer pour que ce soit vraiment positif. D'accord. Bon, écoutez, moi, je sais que ça vous intéresse pas, mais je vais le dire quand même. Jérôme. Ouais, non, je voudrais juste saluer Romain, supporter du Pérou, si tu nous regardes, Romain. Il insiste. Amitié. Je vais mettre le bouton off. Et il n'y a pas de souci. Non, oui, pour ma part, moi, dans mes coups de cœur, tu l'as dit, il y a ce Venezuela qui ne cesse de progresser. Et d'ailleurs, ça fait partie de mes coups de gueule, à l'inverse de la Bolivie qui a pris la place un peu qui était celle du Venezuela, celle de Bonedan, voilà, le petit dernier du continent. Il y a ce Japon jeune qui prépare ses JO et qui, dans le jeu, dans le talent, donne bien envie de les revoir assez rapidement en 2020 au JO. Le Qatar qui progresse également. Et ma foi, Tite, quoi. Moi, je suis impressionné par le travail de Tite, que ce soit à l'époque du Corinthians, l'héritage qu'il a laissé au Corinthians avec Fabio Carril derrière. Et maintenant, le travail qu'il réalise avec la Séleção, ça reste, à mon sens, incroyablement prodigieux du point de vue collectif. Voilà, c'est ça. Moi, c'est très important. C'est quelqu'un qui donne un sens prépondérant au collectif, à l'esprit sportif. Et pour moi, c'est essentiel. Et c'est essentiel de le rappeler comme message. C'est quelqu'un qui essaye de passer le plus de messages possible vers les jeunes joueurs. Et ce genre de message, c'est très important. Et enfin, dernier coup de gueule, moi je dirais que c'est vrai que au niveau du schéma, au niveau de l'ambiance, j'aimerais bien retrouver une Copa América quand même un petit peu plus ambiancée, avec un petit peu plus de chaleur, mais je ne sais pas si ce sera le cas l'année prochaine, ça me semble assez mal parti pour. Eh bien, merci Pierre. Merci à toi, Simon. Merci Nico. Merci à toi, ciao. Merci Marcelin. Merci à toi. Et merci Jérôme. Gros bisous à tous. Gros bisous à tous. Merci à tous, ma foi, et des gros bisous, du coup, de nous avoir suivis pour cet épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de... non, pas le Elona Copa, c'était le dernier, donc de Bola Latina, Africa, FC Corner, etc. Salut les amis.